Merci pour cette invitation qui effectivement va convoquer le champ de l'éducation thérapeutique. Et on pourrait se dire, mais quel lien entre finalement une égide Simu Santé, commission pédagogique et l'éducation thérapeutique? Eh bien vous verrez, si vous ne fuyez pas avant, qu'à la fin on émettra quelques hypothèses sur évidemment l'utilisation de la simulation pour les patients à des fins de mobilisation de leurs compétences. En d'autres termes, on discutera, on ouvrira les perspectives sur voir si les centres de simulation pourraient accueillir finalement des patients moyennant les programmes d'éducation thérapeutique ou autres. Mais pour cela, il faut donc aborder cette notion de compétence. Et cette notion de compétence, avec le clin d'œil de gros avantages mais aussi des limites, c'est une discussion actuelle sur finalement, peut-on prendre un mot, le mot compétence, qui vient du droit, historiquement, épistémologiquement, il vient du droit, qui a été pris par le milieu des entreprises, et puis qui est venu dans le secteur de l'éducation nationale, qui a contaminé les formations professionnelles. Peut-on prendre ce mot compétence et l'accoler à patient? Voilà. Et finalement, limite, parce que quand on prend un mot qui n'appartient pas au domaine des acteurs et qu'on le translate, il faut l'interroger un peu dans, effectivement, est-ce qu'on prend tout ou on ne prend pas tout? Exemple, une compétence par définition. Étymologiquement, il y a le mot compétition. Donc, y a-t-il une compétition à travers les patients? Ou ça convoque le mot performance. Qu'est-ce que ça veut dire une performance pour un patient? Voilà, c'est ce que nous allons essayer de discuter au fil d'un exposé que je vous propose en 3 temps. Un temps un peu des constats, finalement, essayer de voir pourquoi on a translaté comme ça ce mot compétence dans un champ pour les patients. Puis après, de faire cet exercice de style, c'est d'aller chercher ce qu'on dit des compétences dans d'autres secteurs, et en particulier secteur de l'activité professionnelle, du monde des entreprises, et de voir qu'est-ce qu'on peut prendre de ce mot compétence pour l'accoler aux patients. Et puis en 3e temps, c'est finalement un peu une profession de foi, c'est-à-dire une croyance que j'ai qu'on peut quand même fonder un statut de la compétence des patients, moyennant quelques limites et quelques définitions assez claires, pour enfin, comme je vous le disais, terminer sur ce côté un peu discussion sur simulation et compétences des patients. Alors, je ne reprends pas le plan, mais je voudrais quand même attirer l'attention que le premier, c'est quand même un souhait du pragmatisme, c'est-à-dire ce qui a conduit à prendre le mot compétence et à le proposer pour les patients, c'est un caractère très opératoire, très pragmatique, comme nous allons le voir. Alors, en fait, se pose la question dans le champ de la prévention, des éducations en santé, et dans le champ, finalement, des recommandations, conseils prodigués aux patients, une culture, finalement, de contenu, de thèmes qui ne sont pas nécessairement toujours bien précisés, bien déterminés. Combien de questions de l'internat, combien de questions d'examen finissaient par « et on prodiguera un conseil hygiéno-diététique ». Et là-dessus, finalement, on se satisfaisait de ces conseils hygiéno-diététiques pour rappeler qu'il fallait sûrement donner de l'information aux patients, mais que ces conseils, ces explications étaient finalement assez floues, et puis très aléatoires par rapport à ce que pouvait donner un médecin, une infirmière, en fonction de ce qu'elle-même y voyait comme intérêt. Donc il y avait un aléatoire du contenu, et puis finalement, on vient quand même d'une culture un peu de la prescription, et ces conseils, ces informations étaient incontestablement d'ordre un peu prescriptif, voire normatif pour certains. Et c'est pour cela que finalement, ça ne convoquait pas nécessairement l'implication du patient. En tout cas, il fallait que les patients aient eux-mêmes une histoire d'implication, pour pouvoir s'approprier un conseil et en faire le leur. Voilà. Côté patient, donc, c'était l'idée que pour essayer d'orienter un peu ces conseils, il était intéressant de porter
d'expliciter finalement ce qui pouvait être une attente implicite. Et finalement, la compétence, d'une manière pragmatique, apparaissait finalement comme un moyen de mieux faire comprendre et de donner du sens, comme on le voyait, à des buts accessibles, de telle manière à pouvoir gérer une maladie. C'est-à-dire qu'on avait un caractère plus opératoire. Qui dit compétence, dit reconnaissance de ce que déjà la personne fait et acquisition de nouveautés, acquisition d'ajustements. Et donc, il y avait quelque part dans la compétence la possibilité d'engager dans un processus plus actif, finalement, le patient et son entourage. Et enfin, ça permettait d'éviter le malentendu, c'est qu'en proposant une compétence, on pouvait gagner, finalement, en compréhension du point de vue des patients de ce que souhaitait et finalement souhaitait partager le soignant. Et donc, il y avait une clarification à travers l'énoncé de la compétence par le soignant de ce qu'il voulait à travers la compréhension du patient. Voilà. Mais finalement, la compétence avait apporté quelque chose d'assez opératoire qui était finalement la possibilité de s'accorder entre équipes sur le but à accorder à cette éducation thérapeutique, c'est-à-dire s'accorder ensemble sur qu'est-ce qui serait intéressant de permettre d'acquérir par le patient. Il y avait donc une clarté d'intention d'équipe. Et puis, finalement, on revient à cette idée qu'en proposant des compétences, on pouvait un peu mieux dessiner le parcours éducatif. Il y avait incontestablement un caractère opératoire, mais qui gagnait finalement en effectivité. Enfin, qui dit compétence pouvait dire aussi proposition d'activités actives d'apprentissage, en essayant finalement de proposer des situations qui rendent le patient plus acteur de son apprentissage et de ses choix de santé. Et enfin, une compétence permettait son évaluation et des recherches en termes de devenir de ces acquisitions. Donc, en résumé, et d'une manière pragmatique, et si j'ai, pris cette idée de compétence du patient, c'est pour au moins les 5 énoncés qui suivent. Voilà. À savoir, une plus grande clarté, une précision sur les buts accessibles et possiblement réalistes, côté patient, de ce qu'ils peuvent vivre au quotidien. Un caractère finalisé opératoire, c'est-à-dire un but à atteindre, but négocié, but partagé, mais quand même quelque chose qui évite de rester dans un aléa du conseil. Voilà, il faudrait envisager quelque chose de plus caractéristique. Une structuration des parcours éducation, quelque chose qui nous permette de donner une finalité à nos activités, de les coordonner, de les mobiliser à des moments précis, et enfin, une possibilité d'évaluation centrée sur l'acquisition des patients, c'est-à-dire sur leur devenir, leur transformation. Voilà, c'est pour cela que on a pu envisager des compétences de 2 types, comme vous le savez, des compétences d'auto-soin, voilà, pour l'instant, qui ont ce registre de convoquer finalement les apprentissages à des buts de résolution technique de santé, des gestes, des décisions à prendre vis-à-vis d'examens, de comportements à avoir vis-à-vis d'un résultat, etc. Et puis des compétences dites d'adaptation à la maladie, portées sur ce qu'on appelle les compétences psychosociales, communiquer, savoir finalement informer son entourage, savoir gérer éventuellement une situation d'anxiété, savoir exprimer un besoin vis-à-vis d'un soignant, savoir formuler une demande vis-à-vis d'un soignant, savoir prendre soin d'une relation de soins. Finalement, l'ensemble de ce champ de compétences se dessine selon 2 grandes tendances qui, évidemment, s'associent, se complètent et dessinent finalement, dans un premier temps, les buts à atteindre avec le patient sur, finalement, ce que pourrait être un parcours d'éducation. Mais attention, les compétences sont toujours incarnées, c'est-à-dire qu'elles sont singulières. Elles sont ce que vit le patient. Il n'y a pas les compétences d'ordre général. Elles sont toujours caractérisées en fonction du contexte de vie du patient. Elles sont vraiment spécifiques. Voilà. Le problème de la pédagogie, c'est quand elle passe au niveau administrativo-technique. C'est-à-dire que là où on est singulier, il faut à un moment donner une tendance. Et donc le risque
le risque des compétences actuellement, dans le champ de la santé, c'est que finalement, elles perdent leur sens par une sorte d'obligation. Voilà. Tout le monde est au courant que pour avoir une autorisation de programme d'éducation thérapeutique, si on ne définit pas les compétences du patient, on va être retoqué par l'ARS locale. Bon. Ça veut dire le risque, c'est de faire des copier-coller. Voilà. Et comme on a des personnes, moi le premier qui a contribué à formuler des compétences, eh ben, on les prend et puis on les colle. Et là, on commence la perte de sens, c'est-à-dire, voilà, à quoi ça sert une compétence, quelle est sa caractéristique. Donc, il y a quelque part à être finalement attentif à la définition d'une compétence permettant d'incarner et de donner du sens. Le deuxième, c'est que une compétence, comme je disais, c'est singulier. Ça peut s'écrire quasiment différemment en fonction des personnes, si on voulait aller jusqu'au bout. Or, le problème, c'est qu'on est dans une logique un peu de standardisation, ce qui fait que les compétences, elles valent pour tout le monde. Et ça aussi, c'est le début d'une limite. Une compétence ne vaut pas pour tout le monde, elle vaut pour une personne, une famille. Voilà. Alors, c'est facile à dire, c'est très facile à dire au micro. Faut-il que chaque jour, on puisse ajuster cette compétence, la formuler pour qu'elle soit entendue, intelligible par les familles, les patients, mais c'est quand même ça vers quoi on va. C'est pour cela que la dimension administrative et technique est importante, mais elle ne doit pas faire perdre le sens de ce que c'est qu'une compétence à travers peut-être une utilisation un peu trop systématique. Et puis, une autre crainte, et voilà, c'est pourrait être de considérer que le vivre avec une maladie se résumerait à des compétences. C'est d'ailleurs souvent une critique qui est faite. Mais le vivre avec ne se résume pas qu'avec des compétences. Il se résume aussi avec des sentiments, des états, des émotions, des projections mentales, des processus psychiques. Donc, une limite, c'est que les compétences n'éclairent qu'une partie du vivre avec. Alors importante, voilà, parce que opératoire, parce qu'on peut voir une action. Mais il ne faudrait pas sous-estimer tous les mouvements psychiques, les états, les émotions, les sentiments, les perceptions que ce véhicule, le vivre avec une maladie, porté par chacun finalement d'entre nous. Voilà. Donc un constat pragmatique pour essayer d'éclairer des intentions d'un milieu soignant vis-à-vis de patients qui finalement peuvent mieux comprendre ce qui pourrait être intéressant dans leur gestion de la maladie de tous les jours. Voilà, des compétences contextualisées, singulières, qui donnent sens aux personnes à dire oui, ça m'intéresse de faire ça, ça m'intéresse de résoudre cette situation, ça m'intéresse de trouver une solution, ça m'intéresse de communiquer, ça m'intéresse, etc. Voilà, que ça a du sens. Et être méfiant, au sens être vigilant à ce qu'il n'y ait pas un emballement de photocopie, simplement de plaquage, qui risquerait de nous mener vers finalement un leurre des compétences, c'est-à-dire une standardisation, quelque chose qu'on utilise mais sans y croire. Alors pour cela, il faut aller voir d'où ça vient ces compétences. Alors c'est une partie de l'exposé un peu textuelle, entendu, il y a du texte. Alors je vais souligner le texte, mais c'est pour vous montrer que quand on emprunte le mot compétence, il faut savoir le risque que l'on porte. Et récemment, un collègue, même du labo, là, Philippe Barrier, a écrit dans une revue Santé Éducation, l'éducation thérapeutique, ni résilience, ni compétence. Voilà. Il a dit, voilà, ça suffit de parler de compétences, ça convoque l'émulation, la compétition, ça inaugure probablement des attentes normées. Bon, oui, c'est un risque. Et en même temps, le débat va s'ouvrir à est-ce qu'il n'y a pas des avantages? Et pour cela, voyons d'où ça vient. Alors, bien entendu, je vais m'inspirer des travaux de deux maîtres. Voilà. Il y a d'autres maîtres, hein, heureusement, et dont Ardouin et puis Jonaert, qui voilà, ont bien travaillé la compétence, mais alors absolument pas dans le champ de l'éducation thérapeutique. Eux, ils ont travaillé la compétence dans les systèmes de formation, l'activité professionnelle. Et d'ailleurs, quand vous leur dites, voilà, est-ce que les patients peuvent avoir des compétences, ils regardent ça un peu bizarrement, ils disent, ah bon, oui, pourquoi pas, mais à quelles conditions? Nous y sommes. Voilà. Alors, que nous dit Ardouin? Bon. Il nous dit que la compétence, c'est étroitement articulé à l'activité. Finalement, c'est simple, on voit une compétence quand on voit une action, quand on voit une activité se faire. On déduit la compétence grâce à ce que l'on peut observer, ce que l'on peut questionner. Il nous dit que finalement, la compétence, ça se comprend, mais il faut la mettre dans des situations de travail
et puis des situations, des types d'organisation. En d'autres termes, une compétence ne se comprend qu'en fonction du contexte dans lequel elle va être développée. C'est pour cela que la même compétence libellée de la même manière peut avoir une exécution complètement différente en fonction du contexte. Donc il ne faut pas être étonné que, voilà, si je demande à quelqu'un de communiquer de telle manière, si je suis dans un contexte d'urgence ou dans un contexte de relation de soins, l'expression de la compétence à travers l'activité peut être complètement différente. Et pourtant, elle reste une intention opératoire de compétence. La troisième chose, c'est que une compétence est une alchimie et personne n'est vraiment capable de savoir de quoi ça retourne. Il y a des connaissances, il y a des attitudes, il y a des postures, il y a des états mentaux. C'est finalement une alchimie assez complexe, une compétence. C'est pour cela que quand on ne peut pas l'exercer, quand on n'a pas l'activité qui soutient la compétence, elle disparaît très vite. Elle disparaît. On estime qu'une compétence qui n'est pas activée dans son milieu, voilà, parce qu'on ne peut pas l'activer, parce qu'il n'y a personne qui nous la sollicite, disparaît au bout de 2 mois, 3 mois. Voilà. Et au bout de 3 mois, il faut recommencer, sinon on l'a un peu perdu. Donc c'est fragile. Ensuite, la compétence est reconnue et légitimée socialement. Finalement, ce qui est compliqué dans une compétence, et vous voyez, on peut transposer au patient, c'est que la compétence, il faut qu'elle ait une vue et un œil extérieur qui disent « elle existe ». Moi-même, je suis parfois en difficulté de dire « je suis compétent, j'ai une compétence ». Ce sont les autres qui me disent « oui, ça marche, oui, c'est intéressant, oui, c'est productif, oui, ça change des choses ». Et donc, elle est sociale, c'est-à-dire qu'une compétence est reconnue socialement. Et enfin, la compétence est apprise dans un processus identitaire. Voilà. On ne développe pas une compétence de la même manière, tout un chacun. Alors ça, c'est un fantasme de croire que tout le monde arrive à la même compétence, mais dépendant de sa trajectoire de vie, de son éducation, de son histoire sociale, on va mobiliser une compétence dans une activité relativement différemment, et surtout, on va l'acquérir et la maintenir encore différemment. Donc, une compétence est éminemment singulière. Et enfin, on passera vite, en fait, n'oublions pas, la compétence, et les détracteurs d'une compétence du patient pourraient venir en disant « mais attendez, une compétence, c'est une perspective sociétale, comme on dit, c'est-à-dire c'est une manière de voir la réalité. Il y a d'autres choses. Donc vous êtes en train de nous faire lire une réalité, mais qui ne convient pas peut-être au vivre avec. C'est donc un construit du moment, une théorie du moment. Mais est-ce qu'elle vaut pour les situations de vivre avec une maladie pour tout le monde? On peut l'interroger. Alors, interrogeons-la, pas trop. Voilà. Alors je vais, vous voyez, la diapo a 3 parties. Le rappel d'un énoncé qui n'a rien à voir avec la santé, qui est celui de l'activité professionnelle. Alors voilà, je vous ai prévenu, c'est un peu textuel. Et puis j'ai repris la partie des auteurs, voilà, le plat en particulier, pour expliquer en quoi consiste cette notion. Et je vous renvoie les questions de transfert, c'est-à-dire à la 3e partie de la diapo, c'est mais qu'est-ce que ça vaut côté patient? Alors le plat nous dit, voilà, en fait fondamentalement, la compétence existe que dans l'action. Elle est toujours une compétence en agir, une exécution de quelque chose. C'est comme ça qu'on peut la définir. Bon, on peut avoir des compétences intrinsèques de réflexion, mais fondamentalement, elle est liée à quelque chose. Un changement, une intervention sur le quotidien, la réalité. Voilà. Et donc, vous voyez, quand on dit, ben alors, est-ce que l'éducation thérapeutique conduit à des compétences? Donc ça veut dire à des activités. Est-ce que le vivre avec une maladie, y compris sa gestion, finalement convoque-t-elle des actions particulières? Oui. Et est-ce que la compétence recouvre tout ce que fait le patient pour gérer sa maladie? J'attire votre attention que la compétence est contributive, certainement, mais elle ne peut pas résumer tout. Or, les recommandations de l'HAS, les programmes d'autorisation, ont un effet un tout petit peu réductionniste, parce qu'ils centrent sur la compétence et ne demandent pas finalement les autres parties d'action qui ne sont pas liées à la compétence et qui sont soutenues par des processus de notre nature, psychologique, psychique, etc. Donc, à emporter et à questionner, est-ce que l'éducation thérapeutique qui porte les compétences, est-ce que ces compétences couvrent l'ensemble, finalement, de ce que vit une personne? Autrement dit, faut-il d'autres types d'interventions pour aider une personne à vivre avec sa maladie? On nous dit, voilà,
Les compétences, ça n'existe au sens que dans l'endroit où elles sont prévues pour être mobilisées. Donc on comprend bien qu'une formation professionnelle prépare un professionnel pour exercer dans un endroit. Et on essaye d'ajuster cette compétence à cet endroit. Très bien. Alors qu'est-ce que ça vaut pour les patients? Et est-ce que finalement, donc le cadre de travail, eh bien, est-ce que c'est la vie de tous les jours? Est-ce qu'on peut comparer la vie de tous les jours, la famille, les lieux de vie, à un cadre de travail? Et jusqu'où la compétence peut être énoncée comme telle dans, finalement, le quotidien du patient. Il y a à interroger, est-ce que finalement la dynamique familiale est un mode d'organisation? Et si oui, est-ce qu'on peut pousser l'idée qu'à ce moment-là, la compétence peut être effectivement interrogée? Voilà. On dit, mais la compétence, c'est un ensemble d'interactions dynamiques, c'est-à-dire une alchimie d'éléments, de connaissances, de représentations, d'états mentaux. Bon, mais quand un patient ou quand un soignant propose une compétence, est-ce que ça va dans la perspective du patient? Est-ce que les mots, l'énoncé, l'intention va dans le même sens que le patient? Quelle est la représentation du patient sur la compétence qu'on lui propose? Et finalement, comment soutenir l'acquisition d'une compétence dès lors que le patient n'a pas le même cadre de référence que le soignant qui propose la compétence? Il y a donc incontestablement une construction ou une co-construction de compétences qui essaye d'associer le cadre de référence, les dynamiques personnelles du patient, et puis celles que voit ou suppose le soignant. Ce qui veut dire qu'une compétence ne se décrète pas, elle se co-construit. Et le problème que vous connaissez par cœur, c'est quand vous avez des rythmes biologiques qui accélèrent, comment peut-on finalement phaser des rythmes biologiques, physiologiques, avec un rythme de l'apprentissage? C'est un défi qui nous est posé à travers le questionnement sur l'acquisition des compétences. Voilà. Mais fondamentalement, une compétence n'existe que dans le regard des autres. Alors c'est important déjà qu'elle existe en soi, mais elle ne vivra que si les autres l'accueillent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut mettre tous les systèmes éducatifs en place pour mobiliser des compétences. Si les patients, dans le cas particulier, n'ont pas un entourage qui soutienne ces compétences, elles s'éteindront. Voilà, elles s'éteindront parce qu'elles n'existent qu'au regard de l'autre, dans les interactions de l'autre. Mais vous êtes les premiers à le savoir. Combien d'ici avons suivi des formations professionnelles avec l'idée de les réinjecter dans le milieu professionnel, et puis le lundi matin, on revient de formation, on croise un collègue et qui vous dit « Tu étais en vacances ?» Ça nous suffit pour dire « écoute, non. » Voilà. Le regard de l'autre sur la compétence, c'est un élément qu'on ne doit pas sous-estimer, ce qui veut dire que ça interroge comment la famille, l'entourage, les acteurs sociaux du patient ou de la famille peuvent contribuer à l'aider, la personne, à mobiliser ses compétences. Voilà, processus identitaire, voilà, éminemment lié à l'expérience de vie, éminemment lié à l'existentiel, c'est-à-dire à ce que je crois, à mes représentations. Il n'y a pas d'acquisition qui démarre un jour et qui s'arrête. Elles sont finalement une proposition qui s'inscrit dans une histoire très singulière dans lesquelles les gens vont amener leur propre vécu, leur propre expérience, leurs propres compétences et vont créer une alchimie entre l'offre des soignants, finalement, et puis ce qu'ils savent, ce qu'ils pensent avec le ventre, ce qu'ils pensent avec la tête, en tout cas quelque chose. D'où la nécessité d'une co-construction. Mais se pose la question, si on dit une compétence est finalement éminemment liée au processus identitaire, voilà, quel mode d'ajustement opère le patient au regard de son passé parfois de non-malade, voilà, par exemple, et de son devenir au regard de l'évolution de la maladie dans la mise en œuvre de ses compétences. Il y a un paradoxe terrible à mobiliser des compétences de prévention qui me rappellent fréquemment mon devenir. C'est quand même quelque chose d'assez particulier. En général, on développe des compétences, on les mobilise pour résoudre, pour bonifier. Et parfois, on a des situations où on développe des compétences juste pour prévenir, voire pour ne pas avoir un incident. Et donc, c'est ce que ça crée comme dynamique identitaire. Voilà une autre question qu'on peut interroger sur les compétences. Voilà, on terminera sur quelque chose qui pourrait traîner et malheureusement, un cap récent,
de la sécurité sociale nous a montré qu'on peut très vite lier compétences et des remboursements. Voilà, il suffit de ne pas être observant et on commence à dire aux gens, ben, comme vous n'êtes pas observant, on va un peu questionner les dispositifs qu'on met en place pour vous. Et qui dit que vous n'êtes pas observant, c'est que vous n'êtes pas compétent. Voilà, vous n'êtes pas compétent à vous soigner. Il y a donc un vrai problème quand on parle de compétences, surtout portées par des acteurs qui, eux, connaissent la compétence professionnelle, d'interroger ce qu'on appelle les performances, la pérennité de la compétence, sa valeur. Si on transpose trop vite, on pourrait s'attendre à ce moment-là qu'après une éducation thérapeutique, les patients soient compétents, au sens performatif, là, qu'ils puissent atteindre. Ce qui voudrait dire qu'à ce moment-là, puisqu'ils ont eu de l'éducation, puisque la société leur a octroyé des temps d'éducation, ils doivent être compétents, réussir à être observants, réussir tout. Et dans ce cas-là, on ne comprendrait pas qu'il n'y ait pas des gens qui ne soient pas compétents. Vous voyez le système qui pourrait s'emballer. Et ce système a été déjà touché par les Anglais et puis par nous sur les personnes malheureusement atteintes d'apnée du sommeil. Donc la bascule peut être très vite faite à travers un mésusage de cette notion de compétence. Voilà. Cette seconde partie, c'est pour vous montrer qu'il y a des travaux sur la notion de compétence, pas toujours faciles, pas toujours clairs, mais que l'on peut utiliser pour questionner quel est ce statut de la compétence du patient. Peut-on dire, voilà, on peut parler de compétence des patients, mais avec des limites, avec des définitions précises. C'est ce que je vous propose de voir dans ce troisième temps. Des collègues italiens ont produit une charte de l'éducation thérapeutique dans laquelle ils disent « Rendre un patient compétent, c'est éthique et déontologique. » Voilà. En d'autres termes, aucun système de santé ne peut maintenant se passer d'une intention, d'une volonté de ses propres acteurs de conférer des compétences à des gens pour qu'ils puissent établir un rapport de santé avec eux-mêmes, résoudre des situations au quotidien, hein, et finalement, d'une certaine manière, s'autodéterminer vis-à-vis d'un système de santé. Donc, tout acte médical, tout acte de soin comporte une intention éducative pour rendre compétents les personnes. Je ne vous parle pas de niveau, je vous parle d'intention pratique, quotidienne, qui permettent à des gens, finalement, de se sentir reconnus et de se sentir, finalement, dans un processus d'autodétermination. Que, bien entendu, fou celui qui dirait « la compétence résume tout le processus du vivre avec ». Il y a d'autres phénomènes, d'autres états mentaux, d'autres processus dont il faudra, à un moment, fonder les caractères un peu opératoires et de soutien et d'accompagnement. C'est peut-être l'accompagnement qui pourrait venir, les programmes d'accompagnement, venir compléter, finalement, ce qui ne serait pas couvert par les compétences. Enfin, que la compétence, la mise en œuvre d'une compétence, c'est d'une fragilité monstrueuse. Il suffit de rentrer chez soi. Combien de chances d'avoir une question qui passe à côté de ce qu'on a travaillé. Qu'on nous dise, écoute, tu ne vas pas faire la cuisine, tu n'as jamais fait la cuisine. Pourtant, je viens d'une activité où ça m'intéresserait de faire la cuisine. Commence pas à ranger ce placard de médicaments, c'est toujours moi qui l'ai fait. Oui, mais moi je viens d'un atelier qui permet d'un peu de mieux comprendre mes médicaments. Vous voyez, c'est des triviales comme exemple, mais c'est pour vous montrer que considérer qu'une compétence, c'est pas ce qui se passerait dans un espace de soins, suffirait pour la transférer, serait une erreur. Il va falloir d'abord accepter du temps, donc des grandes difficultés vis-à-vis du soin, qui lui évolue parfois, et puis surtout trouver les systèmes d'accompagnement de ces compétences. Il fut une époque, au XXe siècle, où les équipes soignantes hospitalières pouvaient sortir de l'hôpital et aller voir les patients à domicile. Et ils revenaient dans le service en disant « Putain, on s'est planté, excusez-moi l'expression, on est à côté de la plaque, c'est pas du tout ça qu'il faut proposer. » Ah non, il faut qu'on trouve des modes d'organisation avec les acteurs de ville, hein, pour trouver... Mais c'était bien ça dont il s'agissait, c'est de permettre un ajustement de la compétence dans la réalité de vie, sans évidemment substituer et devenir des policiers sanitaires qui ont fait notre origine de médecins. Mais c'est aussi, je crois, fondamentalement pour travailler avec des patients experts dans le laboratoire que j'anime, voilà, l'idée que la compétence est une forme de reconnaissance. Voilà. Je me rappelle une personne malheureusement qui était atteinte de mucoviscidose, diabète, avait calculé sa charge de soins par jour, qui équivalait à peu près à
9 à 10 heures par jour. 9 à 10 heures de soins. Et vous êtes les premiers à savoir combien, parfois, des maladies produisent un temps dédié. Voilà. La compétence, c'est reconnaître, valoriser. Ça veut dire, finalement, faire quelque chose avec ça. Monter des dispositifs, des systèmes, penser les systèmes à travers la compétence des citoyens et des gens. Deuxièmement, c'est, finalement, ça permet aux patients, pour parler d'eux, de se dire, avec ces compétences, je peux faire autre chose. Je suis pour la valorisation des acquis, des compétences à travers les programmes d'éducation thérapeutique pour que des gens dont l'histoire a fait qu'ils n'avaient peut-être pas nécessairement des cursus puissent renouer avec des lieux d'apprentissage. Il n'y a pas que la maladie et la santé, il y a aussi le développement personnel à travers les compétences. C'est-à-dire, voilà, poursuivre des apprentissages pour d'autres choses. Combien de patients, après des séances d'éducation, se disent « mais je pourrais continuer à faire des choses, à apprendre ». Ben oui, oui. Le soin, la maladie, paradoxalement, convoque l'apprendre, et l'apprendre, ça vous échappe, ça nous échappe, parce que c'est de la motivation personnelle. Et quelqu'un qui a envie d'apprendre, on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas résister. Voilà. Alors, ce n'est pas toujours centré sur le soin, et ça peut justement nous intéresser sur le plan d'une société. Monter les dispositifs d'éducation thérapeutique, c'est donner de la chance à un pays d'avoir des opportunités à travers la compétence des gens qui y passent. Favoriser la caractérisation des programmes, oui, c'est-à-dire la compétence des patients va nous permettre de mieux réguler ce que l'on appelle l'offre d'éducation, d'accompagnement, c'est-à-dire mieux penser les systèmes à venir. Voilà, le rôle des CESU dans l'éducation thérapeutique. Voilà, la ville, les centres de soins, les centres communautaires, voilà, tout le monde peut participer. Je travaille avec les centres sociaux. Ben, les centres sociaux, ils connaissent la charte d'Ottawa et ils se disent maintenant qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan de la santé, parce que finalement, ceux qui viennent dans notre centre social, ben voilà, ils ont des soucis de santé, mais comme ils n'ont pas toujours les liens, voilà. Donc chacun peut contribuer à développer des compétences. Voilà, et puis je terminerai sur ce statut par les compétences qui sont avant tout personnelles. Voilà, donc il serait fou de penser à des programmes trop systématiques. Elles sont uniques, elles sont le construit, la production d'un construit d'apprentissage. Donc elles sont finalement façonnées par la personne. Je vous mets au défi de trouver un même patient qui a pourtant la même maladie, faire la même chose. Elles sont dans la dynamique des personnes. Voilà. Et finalement, fondamentalement, elles ne visent pas à hiérarchiser, et on va finir par dire, si on parle de compétences, éventuellement de patients compétents, fou celui qui annoncerait un patient incompétent. Un patient incompétent, c'est pas possible. Il l'est. Il l'est. La question est comment on peut façonner une compétence avec lui, dans un construit, pour améliorer sa vie avec le vivre avec une maladie. Donc il est hors de question de parler d'incompétence, de performance, il est question de parler de production d'une compétence singulière qui se développe grâce à des interactions avec des soignants et autres pour résoudre des situations de la vie dans mon cadre de perception. Voilà. Bon, alors comme certains auteurs, voilà, alors on va chercher les auteurs, comme ça on se dit, ben, Morin, c'est bon quoi. Voilà, un autre maître. Mais quand même pour dire, on est au balbutiement de la notion de compétence des patients. Voilà, pour dire les choses. On a translaté, on n'est pas toujours très clair, on est parfois standardisant, voilà. Mais il y a quand même des orientations intéressantes, c'est-à-dire un construit avec le patient qui permettrait déjà voilà, d'avoir des compétences de recherche, de co-construction, voilà, être à l'écoute de ce que font les gens au quotidien, comment ils résolvent des situations, comment ils perçoivent leur corps, comment, voilà, et construire avec eux ce que certains appelleront effectivement ces nouvelles normes de santé. Donc elles sont éminemment stratégiques, utilisant des ressources diverses, voilà, visant des décisions, des raisonnements, des émotions, des constats, des critiques. Et puis, surtout, les espaces d'éducation thérapeutique, c'était des espaces de création. Il faut conserver dans l'éducation l'innovation, la création. Partout ailleurs, elle est confisquée par la routinisation, par la standardisation. L'espace de créativité est un lieu idoine dans l'éducation thérapeutique.
Voilà des exemples sur lesquels on peut travailler. Des nouvelles compétences ou éventuellement des compétences à discuter. Élaborer sa propre norme de santé. Tout programme d'éducation thérapeutique devrait conduire une personne à élaborer sa propre norme de santé. C'est-à-dire ce qui me permet de rester dans un élan vital, ce qui me permet de me projeter. Ce n'est pas la norme des soignants, ce n'est pas la norme qui était au départ, c'est une nouvelle norme. Philippe Barrier en est le promoteur, et oui, il a raison, c'est l'autonormativité, voilà, des travaux de Canguilhem. Établir une sémiologie personnelle. Un collègue à vous ce matin me disait, mais quand finalement, étonnamment, on ne demande jamais à quelqu'un accidenté comment il nous aide à réguler finalement son état clinique au cours du déplacement. Finalement, on l'interroge une fois au départ et après on ne l'interroge plus. Et finalement, oui, la sémiologie personnelle. Les patients diabétiques ressentent, sans glycémie, sans lecteur, des signes d'hyperglycémie, d'hypoglycémie. Les patients hémophiles ressentent si le coup qu'ils ont reçu va les conduire vers une hémarthrose ou pas. Et en fait, les patients épileptiques sentent très précocement les prodromes. Il y a dans notre culture soignante l'idée que ce registre-là ne pourrait pas être tenu pour vrai, parce qu'il faut qu'il passe d'abord par le filtre des soignants, et là, il faut changer la posture, avoir confiance dans la sémiologie, les signes exprimés par les patients, mais vous le savez, puisque vous êtes là. Voilà, gérer son traitement, ses projets dans une immense incertitude, augmentée par une information Internet foisonnante. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui me concerne? Qu'est-ce qui est généraliste et populationnel? Qu'est-ce qui est mon cas? Qu'est-ce qui est le cas de l'autre? Voilà, et de tout ça dans une sorte de société où on affiche à 20 h des énoncés sur l'immunothérapie dans les cancers, puis d'un seul coup je reviens dans le service, mais on ne m'en parle pas. Voilà, donc c'est gérer son traitement mais dans une incertitude. L'incertitude, c'est une fonction mentale. On peut apprendre à gérer l'incertitude. Ce n'est pas le doute. C'est un apprentissage. Réguler la relation asymétrique. Je pense, voilà, j'aime bien cette compétence. Il reviendra aux patients de prendre soin de la relation de soins de leur médecin ou de leur soignant. En fait, voilà, c'est à eux de s'assurer que la relation de soins leur convient. Et donc, ils devront former les soignants. Mais vous rigolez, mais dans les programmes de patients experts en mucoviscidose, qu'est-ce qu'ils ont le week-end? Du training à réguler le médecin, à justement prendre soin de leur relation. Ils s'entraînent, voilà. Ne pensez-vous pas, docteur? Selon votre expérience, docteur, en fait, ils ont compris que pour tenir la relation, il faut eux-mêmes qu'ils prennent cette compétence de la relation et de l'attention portée. Éduquer son entourage. On n'a jamais fait, ça pourrait être intéressant là pour les autorités, on calcule toujours les files actives. Mais on n'a jamais calculé combien de patients éduqués éduquent les autres, leur famille. Mais quand même, quelqu'un qui a suivi un atelier ou qui a eu la chance de refaire une rencontre, il rentre, bon, voilà, tout peut arriver, mais quand même, il peut aussi discuter ce qui lui est, les nouveautés, les informations. On n'a jamais fait un calcul qui dit que finalement, on a peut-être 50 personnes, mais ces 50, c'est 100 personnes, 200, qui sont sensibilisées, peut-être pas formées, éduquées, mais sensibilisées, qui comprennent mieux. Alors ça vaudrait le coup, peut-être, et donc d'entretenir que tout patient éduque, évidemment, son entourage et finalement son cercle communautaire. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Saisir les professionnels de santé. Voilà, alors ça c'est la fonction des patients experts. Alors voilà, c'est saisir, c'est-à-dire dire, voilà, on prend notre place dans les CA, oui, mais aussi dans les maisons des usagers. Voilà, vous en avez une qui voilà, les maisons d'usagers. Puis là, on va, oui, informer, mais aussi travailler avec les soignants pour essayer de modifier l'angle, voilà, donner des points de vue, etc. Saisir les professionnels de santé, les institutions pour faire évoluer les pratiques et les règles. Je peux vous dire que une grande partie des règles et des lois votées au niveau européen sont le fruit du lobbying des patients. Quand on dit mais d'où elle vient? Eh bien, elle vient du lobbying des patients, parce qu'à Bruxelles, vous avez des lobbyings de patients. Et si un jour vous avez un patient expert devant vous, je peux vous dire que vous avez intérêt à travailler votre dossier, parce qu'ils sont au courant de tout. Ils sont formés. Alors, ça peut être intéressant, finalement, de collaborer. Voilà, je terminerai par cette compétence qui se cherche.
voilà, cette compétence qui doit se définir. Finalement, elle va croiser quelque chose qui est un outil pour certaines techniques, pour d'autres une méthode, quelque chose qui s'appelle la simulation. Simulation, voilà, high-tech, hein, en tout cas, une simulation. Et finalement, étonnamment, une recension, alors voilà, comme je suis dans un labo, il faut publier, et puis je me dis, bon sang, il y a sûrement un mec qui va sortir le papier, et je serai là toute ma vie, alors on aurait dû l'écrire. Écrire quoi? Ben, écrire, parce qu'il y a... Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de papier, pas d'études qui disent, on a pris nos centres de simulation, on a amené des patients, et on a travaillé avec eux dans un centre de simulation, avec des enregistrements, du débriefing, du briefing. Voilà. Bon, alors c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est facile à dire, mais c'est compliqué à faire, et puis ça pose des questions. Mais une chose est sûre, c'est que, pour l'instant, il n'y a qu'une lettre à l'éditeur qui est sortie, un certain Coleman, voilà, de la côte ouest des États-Unis, qui a simplement dit, mais vos centres de simulation, ils ne pourraient pas accueillir des patients. Et ça, en général, ça sent l'étude, mais en tout cas, il y a incontestablement une pensée sur est-ce que les centres de simulation pourraient accueillir. Voilà, donc ce fameux Coleman, si vous avez la référence, la voici, qui voilà, a dit, tiens, ça serait intéressant. Alors je dis ça parce que vous imaginez ce lieu-là où on pourrait croiser soignants, patients, mais patients apprenant pour eux. Ah, ça peut être des pistes intéressantes. Mais voilà, quand même. Ok, on peut y aller, on peut expérimenter, voilà, mais il y a quand même au moins 3 questions. Enfin, je vous propose ces questions. Compétences, patients, centre de simulation. D'abord, quand on fait un peu la liste des compétences que doivent mobiliser les personnes, elles sont relativement nombreuses, sophistiquées, voilà. Et puis elles sont singulières. Alors quand vous avez des professionnels, vous dites, bon, ça ira pour les professionnels, mais pour un patient, qu'est-ce que vaut la simulation, l'entraînement par simulation? On ne sait pas. Quelle compétence vaut d'être simulée? Voilà, on ne sait pas. Donc c'est peut-être là quelque chose à poser, parce que sinon, à ce moment-là, tout vaudrait. Mais voilà, les centres de simulation ne pourront pas accueillir tous les patients du monde. Donc, y a-t-il un travail sur la détermination des compétences, voilà, qui permettrait, incontestable, qui permettrait finalement d'utiliser les centres de simulation? Mais à quel moment du parcours de soins? Voilà, trop tôt, c'est peut-être trop fort. Voilà, à quel moment, dans quelles conditions émotionnelles? Parce que déjà, quand on est professionnel et en simulation, ça remue un peu. Bon, je vois des dodolinements de la tête. Bon, débat. Mais voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire en fonction de l'état, hein, des personnes? Et enfin, techniquement, ça consistera à quoi? De construire des scénarios, des débriefings en simulation pour des patients. Pour les patients. Voilà. Référence, et puis ceux qui sont intéressés par... Donc ça sera pris. Et puis ceux qui sont intéressés par la peinture, une petite touche à Marc Rocco, qui a, dans ses derniers temps, puisqu'il est décédé d'un cancer, a écrit des textes sur le vivre avec une maladie qui sont, qu'on emprunte souvent pour partager ces moments avec les patients. Je vous remercie sincèrement de votre attention et de votre patience.